Là, je vais faire exception à la règle de pensée qui suppose que dès qu'il y a un masculin qui se masculinise, alors on va faire exception à chacune des panélistes de pouvoir se présenter. Nous vous connaissons bien sûr chacun d'une manière ou d'une autre, mais nous voulons particulièrement que vous puissiez vous présenter et parler de manière assez spécifique comment est-ce que le concept de transition écologique vous intéresse et comment vous êtes actif dans ce domaine. Madame René, Rennes. Oui, je peux prendre le micro. Je vais juste l'allumer. Pour m'allumer. Comment? Allez-y. Vous aider à augmenter un peu le... Ça va, vous m'entendez? Bonjour à tous. Je suis Madame Reine Pelbé-Arcélé, présidente fondatrice de la Fondation Autisme RDC, qui a pour but principal d'améliorer les conditions de vie de personnes qui vivent avec l'autisme, qui subissent donc différents soins et qui ont enfin de leurs conditions qui est de personnes handicapées. Merci bien, madame. Merci bien, madame Rennes. Madame Simone. Je m'appelle Paul Kévin Babo. Je suis de profession enseignant-chercheur en littérature orale chez moi. Et puis, bon, je fais également la politique, donc j'ai depuis plusieurs années. Et première dame. Et la question de la transition écologique est une question importante aujourd'hui parce que nous assistons à un transfert du monde ancien au monde nouveau avec des méthodes qui doivent changer, avec des connaissances traditionnelles qui doivent changer, avec des pratiques traditionnelles qui doivent également changer. Donc c'est une question qui nous intéresse. Merci, madame. Madame Dignité. Bonjour, je m'appelle Dignité Bruisalissère, je suis avocate spécialisée en droit de l'environnement, mais ma petite sœur m'a dit, mais ça sert à quoi le droit de l'environnement concrètement dans la vie de tous les jours? Et donc à partir de ce jour-là, j'ai décidé de traduire les termes complexes de l'environnement en français basique. Et pour le faire, je me suis impliquée dans la création d'un bureau d'études qui s'appelle Chimie à Mazir. C'est un bureau d'études qui met des études d'impact environnemental et qui est installé dans 4 provinces de la RDC, en Itolie chez moi, au nord Kivu, au Katanga, au Lualaba. Et Chimie à Mazir, c'est en Swahili, ça veut dire respectant l'environnement. Et en plus de ça, j'écris des livres sur l'environnement en RDC. Voilà ce que je fais dans le secteur de l'environnement. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Juliette Sima, CEO de Futuro Group RDC. Je suis financière, dans le Financial Services Management, donc la gestion de services financiers. Et ce que je fais dans l'environnement, bon, écoute, ça nous affecte nous tous, hein. C'est pas seulement un sujet qui est riche, mais en fait, on vit avec une réalité de réchauffement climatique. Donc, je peux apporter avec ma base, je ne sais pas, mon expérience financière, je peux apporter aussi beaucoup de choses et voir comment financer plusieurs compagnies qui vont nous aider à avoir une production plus durable. Merci. Merci bien. Mon nom est Alki Dengue, je suis retraité et je suis stratège de métier. Je suis auteur du livre Sine qua non afin de déraciner la corruption. De mon point de vue, la plus grande corruption, c'est celle que nous avons faite sur la nature. L'homme, pour se développer, a de manière abusive exercé de la pression sur la nature, mais la nature reprend sa revanche sur l'homme et lui montre ses limites. Et je crois que cette période de la transition nous responsabilise et nous donne une conscience collective. Je travaille sur des questions scientifiques
et industrielle de la transition écologique. Merci bien. Dans la même volée, M. Kitenge, en tant que stratège à la retraite, quelles sont, d'après-vous, les opportunités? Parce qu'on va prendre. L'effort qu'on va faire aujourd'hui, c'est de ne pas rester dans les concepts, on va aller dans le vif des choses. D'après-vous, quelles sont les opportunités concrètes que les femmes peuvent saisir particulièrement sur l'aspect de la transition écologique? Merci beaucoup Stéphane. Si je réponds directement, je ferai une partie de l'attention des femmes. Et je voudrais ici saluer Mme Gbagbo qui nous visite pour la deuxième fois dans ce pays. Et ce qu'elle ne dit pas de manière assez claire, c'est qu'elle est professeure d'université. Quand elle dit qu'elle est enseignante, vous ne sous-entendez pas quoi que ce soit, elle est professeure d'université. Juste pour souligner l'intérêt et l'importance de l'intelligence, parce que très malheureusement, on pense que de bonne foi, on peut avoir des résultats, c'est pas vrai. Et deuxième chose, je voudrais faire une petite proposition à Mme Ketia, du haut de cette tribune. C'est que l'année dernière, on a eu un forum à Lubumbashi sur les questions des opportunités que les femmes peuvent saisir dans le secteur minier. À ce jour, à part l'initiative que vous avez vous-même portée sur l'agriculture, nous n'avons pas eu une seule femme qui a saisi la moindre opportunité dans le secteur des mines. Pourtant, ces opportunités existent bel et bien. Nous avons parlé de deux choses fondamentales. La première, c'est que l'État congolais a décidé, par de l'Airbnb, que 10% des entreprises minières internationales que nous connaissons devraient revenir à des Congolais. Donc moi je disais, par définition, 5% devraient revenir à des femmes. Je savais que les hommes seraient restés dans le sommeil le plus profond et c'est logique. Mais j'étais très loin d'imaginer que les femmes resteraient exactement dans le même sommeil. Nous sommes une année après, il n'y a pas une seule entreprise dans laquelle les Congolais ont sollicité l'entrée dans le capital. C'est dramatique. La loi nous donne tous les droits. Deuxième, nous avons une entité qui s'appelle l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, qui dit exactement ceci. Tout ce qui n'est pas métier de base des miniers et des grandes entreprises devrait être donné à des entreprises à capital congolais. En définition, le capital congolais est à 51% minimum qui doit être détenu par des Congolais. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a malheureusement pas des Congolais qui gagnent des grands contrats alors que les contrats existent et la loi oblige les entreprises à pouvoir les donner à des Congolais. Je voudrais ici donc insister sur le fait que ce dont nous allons discuter aujourd'hui pourra devenir des opportunités seulement si vous vous mettez debout et que vous allez à la rencontre. Et donc, je voudrais déjà commencer par divorcer avec un concept. J'entends très régulièrement dire l'autonomie des femmes. Ça m'énerve très sérieusement. C'est très réducteur. Mon point de vue, c'est que nous devons aller vers les performances des femmes. Il n'est pas l'autonomie des femmes, pourquoi tu ne devrais pas faire. Et donc, ici, la question est celle de la performance des femmes. Le point de vue est simple, c'est que la transition écologique nous donne une opportunité majeure et il est important pour nos yeux sur les opportunités réelles. Pas les petites opportunités. Nous sommes dans le pays où sortira la plus grande partie du carburant de demain. Il s'appelle l'hydrogène. Nous sommes l'un des rares pays qui a à la fois l'électricité et l'eau pour être en mesure de faire de l'hydrogène vert. L'hydrogène vert peut se faire à grande échelle, c'est ce qui va se passer sur le corridor ouest avec Inga et le reste, mais ça peut se faire à petite échelle. Il y a des hydrolyseurs et des électrolyseurs de petite taille. Le prix de 2 bras d'eau est largement suffisant pour être en mesure d'acheter une utilité et commencer à produire ce carburant de demain. Madame Ketia vous disait du train que le gazole que nous connaissons va être une affaire du passé et ça ne va pas être plus loin que dans 5 ans. Dans les 5 ans qui viennent, ça va être intensif. Mais à côté de ça, nous avons aujourd'hui un chef de l'État qui nous dit que nous pouvons planter 1 milliard d'arbres. Jusqu'à présent, il n'a planté qu'1 million, lui et les autres. Et donc, nous avons encore une grosse partie à faire. Je voudrais juste vous dire que nous sommes assis sur 1 milliard de dollars du fonds bleu, que personne n'utilise. Et Mme Ketia nous rappelait tout à l'heure qu'un petit pays comme le Pakistan a déjà fait son milliard d'arbres et il a lancé un plan de 10 milliards d'arbres. Ce qu'on voudrait dire, c'est que plus vous plantez des arbres, plus on vous donne de l'argent. Il y a donc là des opportunités réelles. L'autre opportunité, c'est de dire, nous cuisinons en grande partie au Makala. Tout le monde sait très bien que Makala sert à couper les arbres. C'est le seul produit à valeur diminuée, contrairement à tout ce que nous apprenons en économie. Et donc, je pense que la transition de la braise ou de la braise recyclée et à
de l'énergie propre est une véritable opportunité que les femmes peuvent être en mesure de pouvoir tenir. Mais avant cela, je voudrais rappeler une chose. Nous sommes dans un pays où on a libéralisé le secteur de l'électricité. Ça veut dire n'importe qui peut produire de l'électricité à base de panneaux solaires à grande échelle, ou l'hydroélectricité, ou l'électricité à base de vent. Et donc toute forme de production d'électricité, vous pouvez. Non seulement ça, vous pouvez la transporter, vous pouvez la distribuer. Où sont les femmes qui vont nous aider à améliorer la distribution de l'électricité dans la ville de Kinshasa? C'est une véritable opportunité, c'est des millions de dollars. Et je vais terminer par une dernière opportunité, celle-là, elle nous est donnée par le gouverneur de la ville. Il nous a démontré de manière assez claire que le plastique, qui était un déchet, peut devenir aujourd'hui une matière première, et il y a une société indienne qui gagne de l'argent derrière. Où sont les Congolais qui peuvent gagner de l'argent parce qu'il y a de la place pour 10 sociétés comme cela? Au-delà de ça, il y a aujourd'hui des opportunités dans les déchets verts, ça veut dire qui sont compostables, il y a des opportunités dans la ferraille, elle représente près de 8 milliards de dollars dans la ville de Kinshasa. Toute la ferraille qui traîne à gauche et à droite. Mais il y a également des opportunités dans le verre. Où va le verre que nous utilisons tous les jours quand nous consommons du différents biens? Et rien que ça montre clairement qu'il y a une palette importante d'opportunités. Et je crois que je vais m'arrêter là avant que je puisse revenir sur d'autres questions similaires. Merci bien, M. Madame Simone, je reviens à vous. Vous êtes chercheuse, comme vous l'avez dit tantôt. Est-ce que vous pouvez nous donner, du point de vue de votre pays, Côte d'Ivoire, comment est-ce que la transition écologique est déjà abordée en général, mais plus particulièrement pour les femmes? Quelles sont les opportunités qu'elles ont déjà mises en marche ou qui sont sur le point d'être mises en marche? Je vais vous décevoir, hein, parce que je pense que si je dois faire le bilan, je parlerai comme le monsieur qui vient de parler tout de suite. Il n'y a pas grand-chose. Mais il n'y a pas grand-chose pourquoi? Il n'y a pas grand-chose, premièrement, parce que très souvent, nous vivons dans l'ignorance. Nous ne savons même pas, en tant que femme, en tant qu'homme, nous ne savons même pas que telle opportunité existe, que telle possibilité existe, que telle pratique doit être transformée et permettre d'obtenir plus, nous ne le savons pas. C'est pour ça qu'à chaque fois, et hier je le disais déjà, à chaque fois j'insiste sur la nécessité pour nous de mettre un accent particulier sur l'acquisition de la connaissance, l'information. L'information, aujourd'hui c'est la première année. Quand vous parlez de transition écologique, si vous arrivez sur n'importe quel marché, vous trouverez très peu de femmes qui sont capables de vous dire ce que cela signifie. Mais parce que nous sommes dans l'ignorance. Nous sommes dans l'ignorance. Et j'insiste là-dessus, la première chose à apporter, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'ici, c'est la connaissance. La deuxième chose, c'est l'encadrement des femmes et des hommes pour la transformation des pratiques. Je vous donne un exemple. J'ai fait partir ma fille en Thaïlande, il y a déjà quelques années, pour aller visiter une usine qui fabrique du tapioca en Thaïlande. Ils ne consomment pratiquement pas de tapioca, mais dans le monde entier, on consomme des tapioca. Et eux produisent le tapioca qu'ils vendent dans le monde entier. Mais pour produire leur tapioca, ils utilisent comme énergie pour faire tourner leur machine l'eau du manioc. Dans nos pays, il y a combien de femmes, il y a combien d'hommes qui savent qu'avec le déchet du manioc, avec l'eau du manioc, on peut produire de l'énergie et faire tourner les machines. Vous voyez, c'est ça que j'insiste sur l'acquisition de la connaissance. Je vais m'arrêter là pour vous. Parce que pour moi, c'est la question, une des questions les plus importantes à régler. Savoir apporter la connaissance aux hommes et aux femmes, savoir les encadrer pour mettre en œuvre cette connaissance, savoir les encadrer pour les amener à transformer leurs techniques traditionnelles pour en faire des techniques modernes. Le reste, ce sera un combat la ministre l'a dit tout à l'heure. Comment faire pour créer dans la mentalité des hommes et des femmes qu'il est possible d'avoir de grandes femmes industrielles. Des femmes
qui sont capables, comme n'importe quel homme, comme n'importe quel Américain, comme n'importe quel Français, comme n'importe quel Anglais, comme n'importe quel Belge, de monter une usine, de faire fonctionner son usine, de créer des dizaines ou des centaines ou des milliers d'emplois, d'obtenir un financement pour faire fonctionner son usine, pour gérer son usine, de t'aider, n'est-ce pas, à créer un marché où les produits de l'usine vont être distribués correctement. Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont des questions qui nous intéressent. Merci beaucoup, Madame Simone. Votre exposé est très nourri. Vous parlez de l'intelligence qui est nécessaire, ça avait été rappelé par M. Tengue, mais également la place de l'encadrement au changement des habitudes. Et malheureusement, nous devons faire le changement de cadre. Le président de la République répète dans ses différents déplacements que nous sommes le pays solution, mais quel shift, quel changement d'orientation, entre autres dans le milieu éducatif, nous faisons pour faire en sorte que notre pays soit reconnu en tant que tel, pas en tant que slogan seulement, mais dans les faits comme pays solution aux questions climatiques. Madame Gisèle, c'est vous notre financière du jour. Est-ce que si vous pouvez nous donner votre avis sur les opportunités, notamment, que M. Tengue l'a rappelé, sur la finance verte, qui peuvent être la finance verte qui peut permettre d'engranger des sommes, des financements, mais également les voies alternatives qui peuvent permettre aux femmes de pouvoir obtenir les divers moyens qu'il faut afin de pouvoir mettre en œuvre des projets ces opportunités. Ok, donc, mais je veux rebondir, rajouter un peu sur ce que Mme Bago vient de dire. C'est vrai que c'est important. D'abord, il faut qu'on soit informé. Il faut qu'on sache, comme maman vient de dire, si vous demandez à une personne, nous on sait ce que c'est la transition écologique, parce qu'on lit de magazines, on fait des recherches et autres. Mais la femme de Bukavu, par exemple, dans les enfants de Walungu, ou alors du Congo central, elle ne sait pas ce que c'est. Mais ce sont des gens aussi, surtout si ce sont des femmes qui font le chant, qui sont affectées par cette histoire-là. Donc ce qu'il faut qu'on pense en tant que nation, c'est d'abord d'informer la masse et adapter donc nos cursus universitaires, à faire des formations et à la fin de ça, il faut qu'on ait des gens prêts, des professionnels prêts à faire face à ces défis-là qu'on a. Qu'ils soient, j'essaie de traduire un peu en anglais ce que je pense, mais qu'ils soient prêts à affronter ça. Par exemple, la maman, l'opportunité, oui. Parlons du code minier, ok? On doit accéder, on a droit à combien de pourcents encore? 10%, c'est beaucoup. Combien déjà? Moi, avant cette histoire, je n'avais pas encore lu le code minier, je dois être honnête, sincère, ok? Oui, je n'avais pas lu, mais moi, à mon niveau, en tant que dirigeante d'une entreprise, je n'avais pas encore lu le code minier, et combien d'autres? Donc, pour qu'on parle même des opportunités, je crois qu'on devrait commencer par... C'est une opportunité aussi, c'est de créer des centres de formation, je ne sais pas, des écoles, commencer à former pas seulement les femmes et les hommes aussi, et les préparer à affronter ces défis. Vraiment, je ne veux pas encore rentrer dans le financement, il faut qu'on ait la compétence à ça. Et puis après, on va donner de l'argent. Merci. Merci bien, Madame Gisèle. Madame Gisèle. Qui, à travers vos différents livres, vous parcourez le monde de l'environnement, des différents concepts, mais également les implications légales de ce qui est lors de son intervention, et ça a été rappelé dans Madame Gisèle. Il y a des opportunités qui sont offertes par rapport à un code lié sur le capital, à part le capital d'érosion nationaux, il y a la loi sur la sous-traitance, notamment, mais particulièrement pour la partie environnement. Est-ce qu'il y a, à travers la législation, la réglementation, des dispositions, des éléments qui permettent d'offrir, qui offrent de manière spécifique des opportunités aux femmes, particulièrement, mais pas seulement aux femmes, mais de manière générale dans les différentes activités qui peuvent être mises en œuvre du point de vue environnemental? D'accord. Avant de répondre à cette question technique, je voudrais d'abord réagir sur
aller un tout petit peu à l'écart de ce qu'a dit avec vous et Mme Macdo, parce que là je ne parle pas comme avocate, je parle comme la villageoise de l'Église que je suis, parce que moi je suis de l'avis que les femmes congolaises sont déjà dans le secteur de l'environnement. Peut-être elles le sont. Il y a encore une marge, il y a beaucoup à faire, mais je suis de l'avis qu'il faudrait commencer par reconnaître ce qui est déjà fait. Je prends un exemple très simple mais significatif. Le matin, j'étais dans un groupe avec des femmes et il y a deux dames qui investissent dans l'agriculture. Et l'une des dames, elle me dit qu'elle utilise déjà un engrais naturel. C'est déjà un pas important, c'est déjà un pas significatif, c'est un pas vert. Et je suis de l'avis qu'avant de parler de très grandes opportunités, nous devrions commencer par reconnaître ce défi. Il y a une dame qui a dans le groupe le matin qui a un restaurant, qui vend les restes de son restaurant, les déchets alimentaires de son restaurant à des fermes pour que cette nourriture soit mangée par des porcs. C'est du recyclage, excusez-moi. Donc, je suis de l'avis qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais commençons d'abord par reconnaître ce qui existe, pour en encourager, pour en parler, pour montrer ce qui existe déjà et aussi traduire ces investissements en des petites marches abordables, facilement abordables partout. Et ensuite, on ira aux grands investissements. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est traduire en français facile, comme je le dis, Madame Simone Chapot en parlait, la connaissance. La connaissance passe aussi par ce que nous comprenons facilement. Aujourd'hui, en RDC et peut-être ailleurs aussi, quand on parle d'environnement, on prend des termes compliqués, biogaz, blablabla, ce n'est pas tout le monde qui le comprend. Et je ne vais pas investir dans quelque chose que je ne comprends pas. Donc, la sensibilisation est bonne, mais elle existe déjà, traduisons-la plutôt en foyer, en l'italien, en termes concernés. Pour ce qui est de la loi environnementale, la loi n'a pas de genre. Il n'y a pas une loi pour moi. La loi, c'est la loi, nous devons tous nous y conformer. Il n'y a pas de disposition environnementale spécifique pour les femmes. Donc, les exigences environnementales, elles existent. Elles sont très complexes en RDC. Je les ai résumées dans mon second livre. Et elles sont compréhensibles par les techniciens. Je conseillerais plus aux femmes et aux hommes qui sont dans le secteur d'avoir des avocats, d'avoir des conseillers qui peuvent résumer ces exigences environnementales en des termes faciles et compréhensibles. Et le dernier point, c'est le thème de l'année 2022, de la Journée internationale des droits de la femme en RDC, a été dédié au rôle de la femme et à la fille dans la protection de l'environnement. En conclusion, ce que je veux dire, c'est que ce rôle existe déjà. Les mamans maraîchères qui recyclent, qui produisent des aliments bio, les dames qui produisent de la nourriture bio, les femmes qui font la couture avec des restes de paille, c'est du recyclage qui ne demande pas d'installer une usine. Et donc moi je suis de l'avis qu'il faudrait approcher cette question en palier, voir ce qui est déjà fait à la petite échelle, l'encourager, et puis ensuite traduire ce qui est des grands investissements, comme le disait Anne, dans le secteur minier et autres, pour des femmes qui ont le grand moyen. Et en conclusion, je voudrais demander, j'ai vu que FBN Bank sponsorise l'activité, et à d'autres banques et autres institutions financières d'encourager les secteurs environnementaux, les secteurs verts. Aujourd'hui, si je veux ouvrir un restaurant ou construire un hôtel, j'aurai facilement un prêt. Et si je veux recycler des déchets, j'aurai du mal à convaincre une banque de me donner un prêt. Voilà en résumé mon intervention. Merci de la communauté. Bonjour à tous. Le tour de table par Madame Rennes. Vous êtes l'autrice de... Donc, votre avis sur la femme? Les différents artistes sont tellement jolis que pour tout m'étendre, si vous me permettez, je vais vous lire quelque chose qui va peut-être... Alors, vous vous demandez probablement quel est le lien entre ma fondation en République démocratique du Congo et le sujet d'aujourd'hui. Je pars d'un combat, celui de l'autisme. Je croise la précarité des mamans, des personnes atteintes de handicap, l'exclusion sociale, la précarité, la pauvreté, etc. Et j'arrive à la solution la plus pragmatique qui s'impose aux différents groupes de mamans que je dirige, mais aussi finalement
aux différentes couches de la société qui vivent cette fameuse précarité. Parce que tout le monde le sait, on est dans un pays qui est considéré comme étant pauvre, qui n'est pas vraiment encore dans la courbe du développement. Alors, Annie, je parle votre micro. Ça va là? Okay. Donc, j'arrive à la solution la plus pragmatique qui s'impose selon moi, c'est le travail. Et je compte pour ça sur la performance des mamans. Des mamans qui pour moi sont donneuses d'impulsion. C'est vrai que je rejoins ce que vous dites, la loi n'a pas de sexe. Le développement n'est pas pour un sexe, n'est pas mieux pour un sexe ou un autre. C'est juste que si je mise sur la maman dans mon combat, c'est parce que je sais qu'elles sont de véritables ambassadrices quand elles décident de porter quelque chose à cœur. Donc une maman dans la maison qui a un modèle à suivre lorsqu'elle donne une impulsion, notamment par la culture du travail, et ben, on se retrouve avec une famille entière qui travaille. Voilà. Et donc, afin de mobiliser ces mamans et ces femmes, on doit les accompagner, on doit les outiller pour prendre en charge toutes les personnes de qui elles dépendent. Je m'oriente donc vers l'agriculture comme voie d'insertion professionnelle. D'insertion professionnelle et sociale, et car grâce à cela, le Congolais handicapé dans mon cas, mais pour tout le monde, hein, tout le monde pareil, retrouve une espèce de dignité et un retour ou a accès de façon souveraine et digne à des besoins de base. Aujourd'hui, on rencontre des personnes, on a une population qui est extrêmement pauvre. Et dans l'impulsion que moi je donne, il est question d'éduquer ces femmes. Et pour les éduquer, j'ai choisi l'agriculture en les enseignant par la même occasion, en les reconnectant avec la terre. Et donc en les sensibilisant sans limite, sans qu'elles s'en rendent compte à cette fameuse catastrophe écologique, mondiale, environnementale, tout ce qui se passe autour. Parce que c'est très difficile d'appréhender des familles qui ont des problèmes de base, des personnes qui n'ont même pas de quoi nourrir un enfant, lui expliquer que c'est important qu'elle se mette au travail, et en même temps lui dire que c'est pas bien d'utiliser des engrais chimiques. On est d'accord qu'il y a d'autres priorités, on est d'accord qu'elle ne comprend pas. C'est difficile de lui donner accès. Les dames ont parlé tout à l'heure de la formation. Vous et moi avons peut-être le privilège de comprendre de quoi il s'agit, que c'est important aujourd'hui d'investir dans l'apprentissage de méthodes, etc., industrielles, écologiques. Mais je compte sur ma vision, mais aussi sur celle de beaucoup de personnes que je vois ici qui impactent dans la vie sociale au Congo, pour limite être avant-gardiste, c'est-à-dire donner une impulsion de base qui, sans limite, se rendent compte de ces personnes qui vivent de façon précaire, sans qu'elles se rendent compte, rien que le fait d'être active en initiant des projets d'agriculture de façon naturelle, avec des engrais, en leur apportant des moyens simples, hein, des engrais d'origine animale, etc., et non chimiques, des modèles industriels. Excusez-moi, je ne voudrais pas stigmatiser les autres nationalités, mais peut-être les méthodes asiatiques qui aujourd'hui sont très controversées. Je me dis que nous sommes de la République démocratique du Congo. Il y a des ressources naturelles très très riches et très propices à une bonne culture. Il est question aujourd'hui, vous avez parlé, M. Alt, vous, Mme Gilles, qui parlait du fait que le recyclage du plastique industrialisé aujourd'hui par des sociétés étrangères au Congo, qu'est-ce qui empêche des entrepreneurs congolais de comprendre de quoi il s'agit? Qu'est-ce qui nous empêche de donner une impulsion à des groupes de femmes qui ramassent toutes les journées des bouteilles en plastique dans la rue? Nous qui avons peut-être l'occasion de porter ce genre de projet, il est question qu'on soit sensible et qu'on soit vraiment, on se donne tous les moyens pour faire grandir ce genre de projet qui, sans peut-être se rendre compte, ces fameuses femmes vont peut-être simplement commencer par impacter par le simple ramassage, ou peut-être des tâches simples dans ce sens, vont peut-être avoir un impact qui est bien plus positif qu'elle imagine à ce jour.
tout en apportant peut-être d'abord des premières solutions à leur pauvreté ou à leur précarité, en pensant simplement qu'elles travaillent pour se nourrir, mais non, en fait, elles ont un impact bien plus important dans le processus écologique de la protection de l'environnement. Merci beaucoup, Madame Rennes. Comme vous l'avez bien dit, lorsque les besoins de base ne sont pas en amont réglés, tout ce dont nous parlons ici paraît être à côté, alors que bien sûr ce sont des enjeux importants, mais il faudrait partir à la base, voir comment, par différentes opportunités offertes par non seulement la transition écologique, mais également d'autres secteurs, comment aider les familles déjà à pouvoir se prendre en charge elles-mêmes, afin de pouvoir envisager ces différents aspects. On me précise qu'on va passer la parole à Madame Isabelle. Elle nous avait le plaisir le matin d'animer un des ateliers. Et elle a un mot concernant la transition écologique et les différentes opportunités. On peut l'aider à lui passer un micro. Madame Isabelle, votre ressenti. Et vous pouvez également nous parler de comment les dames avec qui vous avez passé l'atelier ont réagi aux différents. Moi, c'est Madame Isabelle Monga Umba. Je suis présidente nationale du réseau national des associations des femmes rurales en RDC. Notre réseau est représenté dans 22 provinces actuellement, dans le but de découvrir toute la République. Les femmes que j'encadre sont dans l'agriculture, pêche, élevage et dans la transformation des produits agroalimentaires. Le matin, j'avais parlé de l'impact écologique sur l'agro-business. Nous, en tant que producteurs, nous sommes vraiment touchés. Les femmes rurales sont touchées. Pourquoi? Parce que c'est là le changement climatique affecte la production. Ça a affaibli le rendement. Donc les femmes ne savent pas comment suivre correctement le calendrier culturel. Le calendrier culturel est perturbé suite au changement climatique. Bon, des fois, si on prend l'exemple de maïs, que l'on peut s'aimer au mois de novembre, vous attendez la pluie ne vient pas. Vous pouvez vous rendre compte qu'au courant de cette année, nous n'avons pas de ce qu'on appelle Elangamki à Kinshasa. Il y a perturbation du calendrier culturel. Et déjà dans notre pays, l'agriculture n'est pas du tout considérée. L'agriculture est le cadet des fossiles. Là, je parle devant notre excellence, les membres du gouvernement. C'est en même temps un plaidoyer que je fais parce que je ne baisserai pas mes bras tant que les femmes rurales ne seront pas servies. Ce sont elles qui nourrissent la population en commençant par le chef de l'État. Mais elles sont dans les oubliettes, elles sont butées à des énormes difficultés. Elles n'ont pas de tracteurs. Il y a des tracteurs, moi j'ai déjà vu dans les provinces, les tracteurs qui traînent dans des parcelles de ex-milices. Ils n'ont rien fait avec, mais pendant que nous en avons besoin. Quand on parle de la transition écologique sur l'agro-business, nous parlons de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agroalimentaires. La plupart des femmes qui sont dans la transformation se débrouillent. Elles se débrouillent, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas d'outils, elles n'ont pas des équipements de transformation, elles ne sont pas compétitives sur le marché. Il y a aussi les jeunes. Vous pouvez constater, pendant qu'on a fait la visite de stand, j'ai vu nos femmes, les mamans que nous encadrons, elles sont dans la transformation, elles sont capables de présenter leurs produits, mais elles sont butées par le problème
d'emballage. Dans notre pays, nous n'avons pas d'emballage. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est un grand défi. Nous n'avons pas non plus les normes. Les femmes ne sont pas capables de présenter leurs produits comme il se doit, parce que la plupart ne sont pas formés. Nous suivons des conférences dans des salles climatisées, mais les grands problèmes se trouvent à la base, auprès des femmes que Renafem encadre. Elles donnent les meilleurs d'elles-mêmes, elles produisent, mais elles n'ont pas accès au financement. Elles n'ont pas accès à tout ce que j'ai cité. Si je me mets à parler, nous allons passer toute une journée ici. Elles sont affectées. Dernièrement, je suis en tournée dans les provinces. Je m'étais rendu compte que la croissance de certains produits agricoles est limitée. J'ai vu les champs qui jaunissent, les champs de maïs, les champs de manioc. Pourquoi? Parce qu'il y a l'absence des pluies. Donc nous avons un problème très sérieux dans l'agriculture. C'est depuis le début du mois de la femme. La fois passée, j'avais accompagné la ministre du genre pour le lancement officiel du mois de la femme en Bandaka. J'avais eu la chance de passer à la RTC en direct. J'avais dit que c'est une chance pour nous les femmes dans l'agriculture. Comme le président de la République a mis en place le programme des 145 territoires, les femmes sont là. Elles sont capables de donner le meilleur d'elles-mêmes. Je fais appel à tous ceux qui sont à côté de nos décideurs de faire des ordres que les femmes que nous encadrons soient partie prenante de ces projets, parce que la première actrice dans ces projets, c'est la femme. Et si on met ces moyens à notre disposition, le chef de l'État ne sera pas déçu. Je m'assume en tant que présidente. Il n'y aura pas de détournement. Nous allons travailler, nous allons adapter la culture sous terre. Nous allons nous adapter à la nouvelle technologie qui s'est faite dans d'autres pays. La fois passée, j'avais participé au 3e programme africain sur le développement rural. Je suis déçu. Notre pays n'avait rien à présenter. D'autres pays ont fait les exposés sur leur expérience, sur comment est-ce qu'ils ont accompagné les agriculteurs. Au moment où je vous parle dans d'autres pays, les femmes rurales ont de l'énergie renouvelable. Comment est-ce que la femme va produire elle va faire la transformation tant qu'elle n'a pas de l'énergie? C'est un rêve. Nous, dans notre réseau, nous sommes dans un projet. Nous avons déjà formé 320 femmes sur la fabrication de la farine panifiable. Mais les femmes n'ont pas de ces choses. Ça coûte énormément cher. Les femmes sont capables de faire de sorte que ce pays se développe dans quelques années seulement. Croyez en moi, j'ai la foi. Je crois en la femme parce que si une femme s'engage, tout pour Voilà, merci. Je m'arrête par là. Merci beaucoup pour votre discours. Voilà, si j'ai tenu à réagir également au propos de Madame Isabelle, pour dire justement que c'est une femme de terrain. Elle est, je dirais, le véritable baromètre qui peut attester des changements climatiques, mais aussi de la nécessité justement d'enclencher une réponse rapide face à cette transition écologique. Parce qu'elle le dit si bien que véritablement, elle est sur le terrain, elle voit comment est-ce que les plantes vivrières dont nous avons besoin tous les jours, parfois qu'elles n'arrivent pas à faire de récolte conséquente, justement parce qu'elles manquent d'énergie, parce que le climat est en train de changer et qu'il n'y a pas de réponse favorable qui accompagne ces femmes.
Madame Isabelle, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'était juste pour rappeler à ce panel qu'il leur reste 15 minutes avant de prendre 6 questions dans la salle. Nous allons donc demander à ce que chacun des panélistes qui est ici avec nous de proposer 2 pistes actionnaires. Je pense que la réaction, ou plutôt la participation, l'intervention de Madame Isabelle nous a un peu ouvert les yeux de manière beaucoup plus pratique, notamment sur l'impact de la transition écologique sur l'agribusiness. On vient de le dire, et je pense que même que M. Alpine ne me contredira pas, que l'agriculture reste aussi l'un des secteurs les plus touchés, si pas celui qui est directement touché par l'impact d'un grand environnemental. Alors, en tant que panélistes, nous allons donc vous accorder de vous donner 2 pistes de solutions qu'il faille activer afin que nous puissions justement parvenir à un équilibre écologique. Merci beaucoup. Je vais prendre la main en premier, c'est ça? D'accord, parfait. Vous avez 30 minutes. Je vais utiliser la bonne question. Nous sommes dans la salle pour discuter d'une question simple. Les opportunités que les femmes peuvent saisir dans le cadre de la transition écologique. Je voudrais d'abord vous répéter une chose importante. Le Congo des petites choses est mort. Il a consacré la pauvreté. Nous sommes pauvres parce qu'on a fait des trop petites choses. Pendant que nous on fait des petites choses, et les Indiens libanais font des grandes choses, ils maîtrisent notre économie et ils maîtrisent notre politique. C'est dangereux de continuer à faire ce genre de choses. Il faut passer à un Congo des grandes choses. Et c'est pour ça que je pense qu'ici sont assises des grandes dames. Et je voudrais ici appeler à votre grande ambition. Ces opportunités de la transition écologique, on dit bien transition. Après, ce ne sera plus la transition, nous serons dans l'autre monde, comme l'a dit Mme Simone Babo. Ok? Ça sous-entend que ça se passe maintenant ou ça ne se passera plus. Si ça se passe maintenant, ceux qui auront saisi les opportunités, les auront saisies. Ceux qui les auront ratés, les auront ratés, et toute la bataille, le débat de ce forum, c'est de vous ouvrir les yeux sur le fait que c'est maintenant que ça se joue. S'il vous plaît, réveillez-vous, mettez-vous debout et saisissez les opportunités. Ceci dit, je voudrais vous faire 2 propositions comme a demandé Stéphane. La première, c'est la capacité à mutualiser les intelligences. Il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui tout seul a toutes les connaissances pour être en mesure de faire avancer de manière critique et rapide vers des résultats. Donc, mutualiser les intelligences. Ça sous-entend qu'en fait, vous pouvez avoir la capacité de jouer sur les incitatifs. Et les incitatifs, et vous avez ici la chance d'avoir une dame qui est ministre de l'Environnement, ça sous-entend que dans son secteur, elle peut obtenir des textes incitatifs qui donnent des opportunités dans la transition écologique. Et ses collègues des autres secteurs, bien entendu. Et sur le plan national, il est possible de faire de l'influence, et les femmes savent le faire, pour être en mesure d'obtenir que, ensemble, vous soyez en mesure d'agir sur des gens qui ont la décision pour qu'un certain nombre de textes collectifs soient pris pour être en mesure de faire avancer la cause de la transition écologique. Ma deuxième proposition, elle est précédée d'un rappel. Notre pays est éminemment rural. Même Kinshasa est éminemment rural. Nous sommes tous coincés sur 9% du territoire. Le reste, c'est de la ruralité profonde. Et donc, il n'est pas intelligent de notre part de penser qu'on peut avoir une stratégie essentiellement urbaine et avoir des résultats. Et donc, il faudrait que nous nous reconnections avec le rural et qu'on arrête d'aller piller le rural, qu'on aille investir et partager la prospérité avec le rural. C'est la seule façon d'avancer ensemble. Et tout à l'heure, Mme Isabelle insistait sur le fait qu'il faille donner du savoir à ces personnes qui sont dans les milieux ruraux. Non pas parce que le différentiel entre leur niveau de savoir et le nôtre est un confort, mais parce que c'est un état des lieux aujourd'hui. Absolument, je voudrais être en mesure de vous dire que rien ne dit qu'un enfant qui est né au village a moins d'aptitude que celui qui est né en ville. C'est notre responsabilité de nous assurer que les enfants qui sont là-bas ont accès à un système d'enseignement de qualité pour que nous soyons en mesure d'évoluer ensemble. Je vais terminer par un chiffre. Je ne crois pas que 20% de la population peuvent servir de levier au relèvement de notre pays. C'est 80% de la population qui peuvent nous permettre d'avancer. Si nous désirons avoir un PIB qui évolue vite,
il faudrait que la majorité, et la majorité est rurale dans notre pays, se lève. Pour terminer, je voudrais juste aussi vous rappeler que toutes les terres dont il est question sont rurales. Et très malheureusement, même les minéraux qui nous sont pillés aujourd'hui par les Chinois, on l'a vu au sud Kivu, sont dans les milieux ruraux. À rester dans les milieux urbains, nous ratons toutes les opportunités. Je vous remercie. Alors, je fais, comment dit-on, je fais un discours où je dis ce que j'ai vu. Nous avons besoin de deux pistes actionnables. Après, ici, nous voulons poser des actions concrètes. Que les gens ici présents aient de la matière pour agir. Je vais lire et puis ajouter les deux. Vous avez S'il vous plaît. Merci. Alors, je vais déjà saluer. L'histoire nous apprend que chaque évolution substantielle de l'humanité a été poussée par une transition écologique. Il y a 800 ans, au Paléolithique, l'âge de la pierre se termine avec l'invention de l'agriculture et de l'élevage. En 9600 ans, avant Jésus-Christ, au Mésolithique, l'homme s'adapte au réchauffement climatique. 6000 ans avant Jésus-Christ, au Néolithique, abandon du mode de vie nomade, utilisation de la céramique pour fabriquer de poteries et le polissage de certains outils en pierre tels que le hache. 2000 ans avant Jésus-Christ, âge du bronze, l'utilisation de la métallurgie, du bronze, cuivre et étain est à l'origine des avancées technologiques et sociales. 800 ans avant Jésus-Christ, l'âge du fer est dominé par le peuple qui possède l'écriture, notamment les Grecs et les Romains. Et depuis 70 ans pour les Français, et 70 ans pour nous les Belges, la colonie, pour les autres, en 1942, nous sommes entrés dans l'ère atomique. Chaque étape est la résultante d'une maîtrise toujours plus grande des éléments feu. Une transition énergétique, autre synonyme de transition écologique. Avec cette transition écologique, le monde change sérieusement et des choses vont disparaître au profit de nouvelles réalités. Alors, aujourd'hui, le moteur des véhicules n'a rien à voir avec l'ancien. Pour marquer la nouvelle transition écologique, le moteur à explosion perd du terrain face au moteur électrique grâce à l'amélioration du stockage du courant en batterie aux piles à hydrogène. L'expert diesel est en voie de disparition. L'électronique n'est pas de reste dans l'aide à la conduite et au confort des passagers. Il faut lire les magazines spécialisés américains, européens, chinois et de tous les pays qui sont engagés dans cette transition écologique pour se rendre compte qu'il faut plus d'un spécialiste pour couvrir tous les aspects qui entourent ce changement. Une des choses à faire, c'est de trouver des projets qui marchent, trouver des projets qui marchent et qui donnent des résultats dans d'autres pays et les adapter chez nous. Ça permet de gagner du temps. Comme M. Al vient de dire, tout le monde ici le fait, maintenant vous avez dit ça aussi, on est vraiment à the bottom of the list. Donc il faut qu'on trouve un moyen pour nous relever un peu. Et c'est possible, avec la volonté, on pourra le faire. On va y arriver. Donc, une des choses à faire, c'est dire, travailler en réseau est capital. Nous assistons à une accélération technologique sans précédent. Il faut avoir la capacité de migrer rapidement et de voir venir les évolutions scientifiques. Rien de mieux que des réseaux de partager, de savoir et de savoir-faire. Ok, et nous les femmes, ok, les mamans, demeurons des femmes de futur. Voyons loin. Notre slogan à Futuro Group, c'est conjuguons le futur au présent. Ok? Ce n'est
pas anodin que les sociétés précolonialistes ont, pour certaines, choisi d'épargner à la femme le travail harassant de forgeron. En effet, on considérait la femme comme étant le forgeron parfait. Elle qui pouvait dans ses entrailles forger un être humain avec toute sa complexité. Mais elle n'était pas complètement exclue car la forge était souvent modelée à l'image de corps de la femme. 30 secondes. Alors, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez suivi. Deuxième opportunité, pour moi, par rapport lié à l'agriculture. Je vais essayer de résumer ça. Un pays qui ne nourrit pas son peuple est économiquement mort. Okay? Il faut être en mesure de nourrir son peuple. Pour nous, on doit alors mettre l'argent. Je reviens sur le financement. Développer le secteur agricole. Comment financer les mamans rurales. Okay? Oui, on doit faire ça. Mais on n'en a pas d'abord. Peut-être qu'on en a une banque congolaise. D'autant plus qu'on n'a pas une banque agricole. L'opportunité, au fait, c'est pour nous tous de nous soulever et de faire comprendre aux décideurs ou de nous prendre en charge. J'aime bien ce que JFK a dit, il ne faut pas demander traduit, il ne faut pas demander ce que ton pays peut faire pour toi, mais il faut plus d'abord savoir ce que tu peux faire pour ton pays. Alors on peut venir ensemble, voir comment ramener l'argent. Il nous faut défendre des garanties. Le Nigeria, par la SBN Bank, finance les projets agricoles, mais c'est garanti par le fonds de garantie du gouvernement. Soit le gouvernement nous fait ça, M. Al m'a dit que c'est en place, alors on va courir vers là pour leur demander de nous créer, ou alors par une autre banque qu'il a déjà, de nous ramener à un département agricole. Une banque qui va financer des projets agricoles. Et dans ce cas-là, on va créer plusieurs opportunités. Non seulement dans la condition écologique, mais aussi dans l'agribusiness, mais aussi dans le... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs idées. Je m'arrête par là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Ce sera très bref pour moi. Avant de formuler mes deux recommandations, je voudrais utiliser un mot un peu technique pour faire important. C'est que la protection de l'environnement, elle est transversale. Ça veut dire qu'elle est dans tous les secteurs. Elle n'est pas seulement dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur des mines. Elle est dans tous les secteurs, dans la santé, dans le droit, dans tout. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. On peut approcher l'environnement dans la santé, l'un n'exclut pas l'autre. Il n'y a pas de secteur plus important que l'autre. Ça, c'est ma note d'observation. Les deux conclusions. La première conclusion, et j'insiste dessus, c'est qu'il y a déjà des choses qui sont faites. Reconnaissons ces choses qui sont faites, encourageons-les, comment on appelle ça, impulsons-les. Il y a des femmes aujourd'hui qui utilisent des bouteilles d'eau pour emballer du jus local. C'est déjà du recyclage qui ne demande même pas un grand investissement. Donc, encourageons ce qui existe. Et deuxièmement, je suis de l'avis que si on encourage ce qui existe déjà, ça ouvrira les portes pour de grands investissements verts. Le deuxième point, c'est investissons, que ce soit les sponsors financiers, investissez l'argent dans ce que ces femmes font déjà et la transition écologique sera une réalité en RDC. Merci, madame. Moi, je voudrais... Il est arrivé. Oui, c'est bon. Oui, je voudrais peut-être partir d'un exemple. Un tel exemple qui existe en Côte d'Ivoire. Nous avons au nord de notre pays, tout le nord de notre pays, la population, pour pouvoir avoir un pouvoir d'achat meilleur, a été encouragée à planter de l'anacarde. Donc nous avons d'énormes champs d'anacarde. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue le premier producteur au monde de l'anacarde. Vous voyez? Mais l'anacarde est un produit qui est à peine consommé chez nous. Et la première chose qu'il aurait fallu apporter aux femmes non, ce sont les hommes qui plantent. Mais lorsqu'il faut décortiquer, ce sont les femmes qui décortiquent, très souvent. Et une chose qu'il aurait fallu apporter aux femmes, et c'est pour ça que j'insiste sur la connaissance, c'est que l'anacarde est un produit qui se mange. C'est un produit que l'on peut utiliser pour faire sa sauce. Vous voyez, aujourd'hui, quand on explique ça aux femmes, elles sont étonnées.
Donc, première possibilité, leur apprendre qu'on peut consommer l'anacarde. Avec l'anacarde, on peut faire de la pâte. Comme on fait la pâte d'arachide, on peut faire de la pâte d'anacarde, on peut faire du jus avec l'anacarde, on peut faire même de l'éthanol avec l'anacarde. Et donc, dans la conception que l'on donne à la population, il faut leur apprendre que c'est un produit avec lequel vous allez sortir des fruits du moins comestibles, mais vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez même intervenir au niveau énergétique pour produire de l'éthanol qui permet de créer donc du biodiesel. Vous pouvez, avec l'anacarde, avec le produit, créer du compost. Et donc, non seulement améliorer le sol avec lequel vous allez cultiver, mais également avec ces produits-là, on peut faire de l'élevage pour bétail. Vous voyez, c'est pour ça que quand je dis la formation que l'on doit donner aux gens, cette formation permet d'ouvrir les intelligences, permet de créer d'accroître la créativité des uns et des autres. Et si on insiste sur ces questions-là, nous allons voir que nos populations, quelles que soient les pratiques de base, elles vont chercher à améliorer les techniques, à améliorer les pratiques qu'elles ont. Elles vont se rendre compte qu'avec ce qu'elles ont en main à leur disposition, dans leur village, dans leur cours, dans leur pupille, elles peuvent créer de la richesse. Comment prévoyer cela? Qu'on puisse apporter cette formation-là, qu'on puisse avoir de l'ambition. Quand on trouve une femme qui utilise le compost, on va l'aider petit à petit à créer une véritable activité qui va aboutir à une échelle supérieure. Voilà, moi, c'est ça mon ambition. Merci. C'est très difficile de passer la dernière après ces interventions qui ont à peu près tout souligné. Les deux orientations que je peux peut-être dire ici, c'est vous avez raison, madame, d'avoir dit que cet impact, on doit l'apporter dans tous les secteurs. On parle beaucoup d'agriculture, mais c'est vrai qu'on doit l'appliquer dans la santé, dans tous les domaines. La beauté, enfin tout ce qui fait que l'économie d'un pays fonctionne. Mais c'est vrai que je vais plus parler de mettre un accent sur l'agroécologie, okay, parce que se donner les moyens pour impacter dans ce sens nous ferait un impact qui sera essentiellement l'économie, l'écologie et le social. Nous qui sommes peut-être à la tête de groupes de femmes, etc., surtout dans le social, on est beaucoup en train de dire que je m'occupe de groupes de mamans, de jeunes filles, etc. Nous devons vraiment réaliser et mettre en pratique ces impulsions, ces initiatives, d'encourager dans ce qui existe déjà. Quand j'ai un groupe de mamans qui peut-être ramasse des bouteilles en plastique pour reconditionner les boissons, c'est une forme, ça impacte dans l'économie, c'est déjà du recyclage. Donc avant d'attendre d'avoir des grands moyens pour industrialiser cette dynamique, on doit s'encourager, on doit se donner une bonne impulsion pour voir grandir toutes ces initiatives et petit à petit accéder à une industrialisation de nos différentes activités dans différents secteurs. Et ceci, pour moi, est un premier pas nécessaire au développement de notre pays, en fait, aujourd'hui en 2018. Ça, c'est vraiment la recommandation que j'avais sur la population. Et l'autre, c'est, je parle peut-être pour le gouvernement qui est là, c'est peut-être d'avoir cette conscience aussi et cette volonté de nos dirigeants à accompagner ces initiatives, à accompagner ces initiatives, à encourager et à mettre peut-être à l'ordre du jour des conseils de ministres, etc., des sujets aussi importants qui vont donner une impulsion encore plus importante parce que ça va nous accompagner peut-être au niveau de différentes institutions et aux différents acteurs qui sont nécessaires pour qu'on atteigne ces objectifs. Merci beaucoup. Nous avons eu le plaisir de
pouvoir animer ce panel avec ce parterre très intéressant. Je vous prie de pouvoir acclamer alors qu'on entend de J'aimerais que nous puissions quand même acclamer tous les panélistes, tous ceux